Parce que les paysages, eux, du moins, je vais mieux avouer tout de ils étaient suite authentiques. que je continue à ne pas faire de plan littéraire. C'est comme ça que je suis devenue écrivain. Dans les yeux de Colette, un podcast de Puisay Tourisme. Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série de podcasts Dans les yeux de Colette. Vous le savez, Sidonie Gabrielle Colette est née il y a 150 ans, le 28 janvier 1873, dans une maison bourgeoise de la rue de l'Hospice, qui est maintenant la rue Colette, à Saint-Sauveur-en-Puisay. Elle y a grandi et vécu jusqu'à ses 18 ans et cette maison était dans son ensemble, comme elle le dit, le musée de ma jeunesse. Et son jardin, idéalisé dès son enfance, où le minéral, le végétal et l'animal vivent en harmonie avec sa famille et à l'abri de tout, retrouve toute sa splendeur comme à l'époque colettienne grâce à Didier Charrue. Bonjour Didier. Bonjour. Alors, parlez-nous un peu de vous. Vous êtes jardinier, paysagiste, vous êtes du coin, vous êtes du cru comme on dit ? Pas du tout. D'accord. Pas du tout. Non, j'ai connu la Puisay grâce à mon épouse. Donc, je l'ai connue dans les années 75. Donc, après, bon, avec mon épouse, on a un peu voyagé dans la France et je suis revenu, on est revenu en Puisay en 86. Et c'est là que j'ai décidé de m'établir comme paysagiste et j'ai créé mon entreprise. Et donc, durant de nombreuses années, j'ai travaillé en Puisay, chez des particuliers, pour faire de l'entretien de jardin et de la création de jardins. D'accord, donc vous avez un peu, comme avec Colette et Sido, cette passion pour la nature, pour le jardin ? Toujours, enfin, je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours voulu faire ça. Quand j'étais petit, je grattais le sol chez mon grand-père, j'avais planté, je me rappelle, il m'avait fait planter un noyau de pêche, et donc à chaque fois, quand je venais en vacances chez lui, j'étais en train de gratter au pied de ce pêcher. Je lui avais mis des silex pour l'arranger au pied, donc, et j'ai toujours voulu faire ça, et quand j'ai pu faire des études d'horticulture, et je m'y suis mis, et ça m'a toujours plu. Alors qu'initialement, je peux dire qu'à l'école, je n'ai pas fait grand-chose. Mais dès l'instant que j'ai pu faire ces études-là, ça m'a plu. Donc ça m'a permis aussi d'aller un peu pas dans toute la France, mais dans beaucoup de régions de la France pour améliorer et puis pour voir différemment de différentes entreprises. Et puis j'ai même fait un peu d'enseignement sur Orléans. Et quand j'avais envie de m'établir, donc j'ai décidé tant qu'à faire, de revenir dans un endroit qu'on connaissait. Pour me faire connaître, au début, je voyais, c'était pas compliqué, j'allais sur le marché et je présentais mes plans, des plans que j'avais faits, et puis j'avais fait des petites cartes de visite, et c'est comme ça que j'ai eu mes premiers clients. C'est un peu grâce au marché aussi. C'est grâce au marché aussi. Et puis j'avais rien à vendre, mais sauf mes prestations. Vos prestations, votre service, voilà. Et votre amour du coup de la nature. Oui. Et donc vous avez toujours eu donc cet amour pour la nature, et vous en êtes venu donc jusqu'à Saint-Sauveur. Vous travaillez sur Saint-Sauveur-en-Puisay, et vous êtes venu donc, vous étiez sur un chantier, et le directeur de la maison de Colette vous a demandé de travailler pour la maison de Colette, pour ses jardins. Voilà, c'est-à-dire que j'avais beaucoup de clients sur Saint-Sauveur. Et c'est marrant parce que quand on se balade dans Saint-Sauveur, on s'imagine pas le nombre de petits jardins qui sont clos de murs. Et souvent, c'est des jardins en terrasse. Donc, on peut faire de belles réalisations. Et disons que le directeur de la maison Colette connaissait des clients et il m'avait demandé de participer à la réalisation. Bien sûr, ça se faisait par un appel d'offres. Et pour faire cette réalisation, j'ai demandé aussi à un copain qui est aussi paysagiste de travailler un peu avec moi parce que ça lui plaisait. Lui, il avait été au courant justement que le jardin de la maison Colette se faisait parce qu'il fait partie de l'association des parcs paysagers, parcs botaniques français. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment aussi passionné de jardin. Donc on a décidé de se lancer pour la réalisation de ce jardin. D'accord, donc en duo pour les jardins de Colette.
Le jardin du haut, le jardin du bas? Tous les donc il y a, et si vous aimez mieux, le jardin est divisé en 3 parties. Il y a le jardin d'en face, Le jardin d'en face, bien il y sûr. a le jardin du haut qui est la partie un petit peu botanique, et puis le jardin d'en bas qui était le jardin un peu alimentaire qu'on avait dans beaucoup de jardins à l'époque, quoi. Et puis il y a un espace qui appartient aussi, mais qui du temps de Colette n'appartenait pas, c'est ce qu'on appelle le carré Marguerite, qui est juste à côté du jardin d'en face, mais du temps de Colette, ça n'appartenait pas À la famille. à la famille. D'accord. Donc, du coup, pour se remettre à l'époque de Colette, il y a eu quand même un gros travail de recherche. Vous avez, je pense, travaillé avec le directeur de la maison de Colette pour reprendre un petit peu l'esprit de Colette avec, je crois qu'il y a une cinquantaine de rosiers, 500 plantes, plein de bulbes, de fleurs, des arbustes, des arbres. Tout ça, ça a été un gros travail de... Alors, là, il y a une architecte paysagiste qui a travaillé sur ce projet, c'est Madame Ficpal, qui est spécialiste dans les jardins littéraires, donc qui est sur Bordeaux. Donc c'est elle qui a fait tout un travail de recherche. Et bien sûr, on a travaillé en commun avec elle, puisqu'elle elle était généralement toutes les semaines sur site, et on discutait, parce que la grosse difficulté, c'était de pouvoir retrouver des plantes du 19e. Alors en matière de rosiers, c'est pas compliqué, puisque il y a quelques spécialistes comme Francia Thauvin ou les rosiers Andréev qui depuis longtemps font des variétés anciennes. Mais au niveau des arbustes, c'est plus arbustes et vivaces, c'est plus délicat. Oui, puis la nature du sol de Puisaye fait qu'on ne peut pas forcément planter. Alors, Madame Ficpal, elle a fait une recherche des végétaux, mais le problème, c'est que maintenant, vous voyez, vous prenez un arbuste qui est très simple, hein, c'est-à-dire le lilas. Le problème, c'est qu'il fallait trouver les variétés de lilas qui étaient à cette époque-là. D'accord, oui, parce que ce ne sont plus les mêmes non, parce que l'on a maintenant. Non, on a multiplié les plantes parce que pour améliorer leur résistance aux maladies, pour avoir des plus belles fleurs. Donc là, c'est un petit peu comme si on s'amusait à chercher une voiture on en trouve, mais c'est moins facile à trouver des voitures anciennes que des voitures récentes. Quoi. Bien sûr. Donc, du coup, quand vous êtes arrivé, vous avez dû reprendre complètement depuis le début. Ah oui. Et dans quel état, du coup, vous aviez trouvé le jardin lorsque vous êtes arrivé? Du coup, il était plus moderne dans le sens où, au niveau des plantations, c'était des plantations de maintenant. Ah bah oui. Ah oui. En gros, il y a que 3 plantes qui sont restées, les 2 ifs qui sont au fond du jardin, et bien sûr la glycine. Et la glycine. Voilà. Et donc, quand on est arrivé, déjà il y avait une surélévation du niveau. Parce que quand on rentre dans le jardin, vous avez un petit seuil de pierre, et vous passez par une petite porte, et là, il y a une photo, il y en a pas beaucoup, mais il y a une photo où Colette est photographiée à cet endroit-là, et on s'est aperçu que le niveau du sol était surélevé qu'à l'époque de Colette, tout simplement parce que la famille, alors je me rappelle plus comment il s'appelait, ont décidé de créer une piscine dans le jardin d'en bas, donc toute la terre d'excavation de la piscine a été régalée sur le jardin d'en haut pour éviter l'évacuation, puisque ce jardin-là est clos de murs et en surélévation par rapport aux routes. Donc la difficulté même de la réalisation, c'était l'accessibilité, quoi. Oui, tout simplement. Donc c'est tout simplement. Donc là, ils se sont pas embêtés, ils ont creusé, régalé la terre, et donc il y avait à peu près une 10-15 cm de plus haut. Donc ce qui a été fait, c'est que la piscine a été démontée et la terre a été remise à l'emplacement de la piscine. Alors justement, vous parliez de la glycine. Moi, j'ai un petit faible pour cet extrait de la maison de Claudine. Je n'ai jamais connu cette grille tordue, arrachée au ciment de son mur, emportée et brandie en l'air par les bras invincibles d'une glycine centenaire. Donc si déjà la glycine était centenaire alors que Colette était enfant, donc il y a environ 150 ans, elle peut avoir quel âge, cette glycine? C'est pas facile à estimer, hein, mais elle était estimée à peu près à 250 ans.
Ah, quand même. Oui. Et pour vous dire, alors je crois, mais il me semble que c'est la seule plante grimpante qui est classée, c'est-à-dire elle est protégée par la DRAC. D'accord. Et donc, elle est suffisamment costaud parce que maintenant, avec les changements climatiques, tout ça, les chaleurs... Pour l'instant, il n'y a pas de... C'est surtout, moi, ce qui m'étonne, c'est l'arbre qui la supporte. Ouais. Les deux ifs qui la supportent, parce qu'il doit y avoir un poids colossal. Et eux tiennent, Oui, le choc. Pour l'instant, On touche du bois. je l'espère, mais oui, c'est impressionnant, surtout cette année. On a eu la chance d'avoir un printemps assez humide et les glycines ont été magnifiques au niveau de la floraison. L'année dernière, on a une petite gelée juste au moment de la floraison, donc et c'est vraiment étonnant de voir cette glycine qui est toute bleue sur le dessus des ifs et c'est vraiment magnifique, quoi. Ah ouais. Et alors, quelle autre plante de l'époque, ou arbuste de l'époque de Colette, est-ce que vous avez planté? Alors, il y en a pas mal. Il faut dire que Sido était passionné de botanique. Donc, il faut se remettre un petit peu à l'époque du 19e. Au 19e, il y a eu un engouement pour la botanique, pour serait tenté de dire, les classes aisées. Ouais. Et donc, Sido avait planté des végétaux qu'on ne retrouvait pas du tout en Puisaye et qui étaient relativement coûteux. Comme Sido a planté, ça on est sûr, un ginkgo biloba. Donc on a replanté un ginkgo biloba, mais il faut s'imaginer qu'en 1800, le ginkgo biloba, c'était pas la priorité des gens de Puisaye. Hein. Oui. C'était le jardin en Puisaye, était principalement des jardins alimentaires. Donc là, elle avait planté un ginkgo biloba, un araucaria, qui est une plante qui est originaire du Chili. Donc c'était même un peu osé parce que c'est des plantes qui sont relativement... l'araucaria est un peu gelif. Donc, apparemment, il a poussé. Il a poussé, c'est bon, bien sûr, il n'était plus en place quand on arrivait. Donc, on a replanté un araucaria, un ginkgo biloba et des plantes. On savait en fonction de ses écrits. Et puis aussi, Sido tenait un petit carnet où elle notait ce qu'elle faisait. Donc, on était sûr qu'il y avait, par exemple, un cerisier Montmorency. On était sûr il y avait un poirier Louise Bonne, mais il y a d'autres plantes, on ne savait pas. Donc, Madame Ficpal, et puis nous-mêmes, on a regardé quelles étaient les plantes à peu près qu'on pouvait trouver. Donc, vous avez des plantes qui ne sont pas très connues, comme le clérodendron. On appelle ça l'arbre à cacahuètes parce que quand vous froissez une feuille, ça sent un peu la cacahuète. D'accord. Donc, il y a aussi un calicarpa. Le calicarpa, ça fait des petites baies mauves, et le nom usuel c'est l'arbre à perles, mais c'est pas des plantes qu'on rencontre traditionnellement. Et donc je pense que Sido voulait aussi se démarquer par rapport à disons sa passion pour la botanique et puis par rapport aussi elle était cultivée, donc elle faisait voir que elle avait des connaissances que les gens n'avaient pas, quoi. Que les locaux n'avaient pas forcément, et notamment du coup développer un jardin d'ornement, alors qu'on avait effectivement, comme vous le disiez, plutôt des jardins alimentaires, des jardins potagers au final. Ah, tout à fait. Et elle s'est amusée en fait à mêler les deux. Oui. Le jardin d'en bas s'y prête merveilleusement parce qu'il est très bien disposé. Il est aussi, il y a le mur du bâtiment de la cour des communs qui reflète de la chaleur. Donc c'est là qu'il y avait, on a replanté des abricotiers parce qu'il y avait, on est sûr qu'il y a aussi des abricotiers. Et puis le capitaine Colette était originaire de Toulon, donc elle mettait des piments, des piments, des poivrons pour la nourriture et puis pour qu'il se rappelle un peu de ses origines, quoi. Et donc il faut se dire aussi qu'au 19e c'était
un engouement pour la botanique, comme j'avais dit, mais aussi on commençait à refaire des petits jardins pour les particuliers. Et donc, la caractéristique de ces jardins-là, c'est que les massifs sont bombés, contrairement à maintenant. Vous voyez très peu de massifs bombés. Là, ils sont bombés, ils sont souvent bordés pour bien marquer le tour de ces massifs. Ils sont bordés avec des petites plantes et on y mettait beaucoup de plantes. Pas exotiques, mais des plantes comme des plantes annuelles, mais aussi comme à cette époque-là, aussi il y a eu une démocratisation du verre et du fer, puisque c'était moins coûteux. Donc il y a eu beaucoup de construction de serres, et donc il y avait beaucoup de gens d'un certain niveau qui avaient leurs serres et qui faisaient des multiplications, et même on mettait un peu à outrance des plantes exotiques un peu partout, quoi. Donc là, ça a été recréé comme ça. Donc là, quand vous rentrez dans le jardin, vous avez de chaque côté 2 massifs de plantes qui sont bombés et même la plupart du temps, quand vous marchez dans ce jardin-là, vous voyez que les massifs sont un peu bombés de temps en temps. Et souvent dans ces jardins aussi, il y avait une circulation qui faisait le tour. D'accord, donc on pouvait aisément se Se déplacer. déplacer. Dans les jardins publics, on appelait ça un baladoir. Il faut dire qu'aussi, regardez à Paris, c'est au 19e qu'il y a eu énormément de jardins, fin 18e, début 19e, que beaucoup de jardins qui ont été créés, le Buis de Chaumont, le Père-Lachaise, à Lyon, le parc de la Tête d'Or. Donc c'était vraiment quelque chose qu'on n'avait pas avant. Donc, et progressivement, ça s'est démocratisé, et puis les particuliers sont venus avec des jardins de plus petite taille, jusqu'à aller dans les villes jusqu'au square, quoi, parce que le square, c'était vraiment là le petit jardin de quartier qui date aussi. Les premiers squares viennent d'Angleterre, mais c'est du 19e aussi. D'accord. Et du coup, le jardin d'en face, il appartenait à la maison Colette Oui, le jardin d'en face appartenait. Ou il était public? Ah non. Le jardin d'en face appartenait à la maison Colette. Il avait été acheté pour éviter d'avoir du vis-à-vis. Le problème, c'est Colette n'en parle pas. On n'a juste qu'elle le voit de sa fenêtre, donc c'est tout. On ne sait pas ce qu'il y avait. Honnêtement, on ne sait pas. Donc, il était créé d'une façon un petit peu... Bon, je pense que c'était peut-être un jardin avec des petits fruits. Donc, c'est pour ça que Madame Ficpal y a implanté des fruitiers. Et comme il est aussi entouré de murs, on y a posé des rosiers et une vigne et au pied des plantes vivaces. D'accord. Mais on ne sait pas. Donc là, on a un peu imaginé. Oui. Par rapport à l'époque. Mais il n'était pas public. D'ailleurs, il était fermé. Il y avait une petite barrière en fer. On sait que c'était une petite barrière en fer, mais il n'était pas à disposition des gens de Saint-Sauveur. C'était pas un square. Pas du tout. Alors, la nature, vous l'aimez, vous en prenez soin, et vous n'hésitez pas à participer à des manifestations, j'ai cru savoir. Oui. Hein, je crois qu'il y a Jardin en Fête dans le Jovinien. Voilà. Disons que j'ai rencontré Béatrice Carfa. On salue. Donc, elle m'avait demandé de participer au Jardin en Fête, et donc je fais visiter des jardins dans différentes communes, mais généralement c'est des jardins publics. Donc, et souvent, je leur présente les arbres qu'il y a, parce que les gens ils ne se rendent pas compte de la richesse qu'il y a en Puisaye, et puis même dans les parcs. Donc je leur explique un petit peu que tel arbre son origine, comment un peu il se multiplie, les particularités de certains arbres, et il y a matière à dire, hein. Et je fais partie aussi d'une association Romarin qui va dans les écoles pour sensibiliser les jeunes
à la botanique, et donc on leur fait planter, soit on leur fait faire un petit potager ou des massifs. Bien sûr, c'est à la demande des enseignants, mais on va dans toutes les écoles de Lyon, bien sûr sur la demande, et on fait des actions auprès des enfants. Pour permettre un petit peu de les sensibiliser. Bon, les sensibiliser, et puis là, à l'heure actuelle, on met l'accent aussi sur la gestion de l'eau. Donc ça permet d'aborder d'autres petits points, et les enseignants, on leur demande aussi on fait une petite préparation avec eux, mais vous voyez, faire un jardin potager, c'est aussi des mathématiques, parce que le gamin, pour dessiner le plan, pour faire son plan, il est obligé de passer par soit des rectangles ou des carrés, compter, un peu de géométrie. Donc on peut aborder beaucoup de choses, mais ça reste très simple. Alors, au final, le travail sur le jardin de Colette, que ce soit il y a 150 ans ou maintenant, le travail en lui-même, ça reste le même. Ah, c'est exactement. La gestion la seule chose, c'est que maintenant, on va peut-être faire plus attention, comme vous le disiez à l'instant, à la gestion de l'eau. Oui. Donc, il y a peut-être des choix qui auraient peut-être pas été faits à l'époque. Tout à fait. Mais au final, le travail... Le travail reste le même. La seule chose qui change un petit peu, c'est les outils ils se sont un peu améliorés. Mais la gestion d'un jardin, qu'elle soit au 19e ou même avant, c'est exactement là. Sauf qu'avant, on tournait pas les pelouses. C'était pour on les fauchait, ou pour ceux, on mettait des moutons. Mais là, maintenant, on tombe plus les pelouses. On tombe plus. Voilà. Et si on veut planter un pêcher, on met le noyau, tout simplement. On creuse la terre. C'est exact. Et c'est la meilleure façon. Enfin, vous risquez moins d'avoir de la cloque sur le pêcher que quand on met un noyau. Alors, par contre, c'est plus long. C'est ce que je dis souvent. Vous savez, l'échelle du temps pour les végétaux, c'est pas du tout la même que le nôtre. Ouais. C'est la caractéristique que j'ai avec les gens. Souvent, les gens, quand ils veulent faire un jardin, ils veulent le résultat presque immédiat. Mais la nature, c'est pas ça. C'est pas ça. Il faut être patient. Et c'est bien plus intéressant de voir grandir un arbre que de l'avoir tout de suite en adulte. Il y en a certains qui mettent du temps, mais ils acceptent. Et le fait d'observer, ça leur permet de comprendre. Parce que, et là, regardez, à l'heure actuelle, on s'en aperçoit pas, mais la végétation est en train de se transformer, puisque regardez, nous, quand on a chaud, on peut mettre soit un ventilateur, soit on peut se mettre au frais. Les arbres, ils restent à la même place, mais ils ont des astuces pour pouvoir résister, ou malheureusement, il y en a certains qui disparaîtront. Oui. Qu'on retrouvera plus. Vous voyez, vous avez le hêtre. Je suppose que d'ici pas mal de temps, mais je l'espère, mais il n'y aura plus de hêtre en puisaye. Donc ils vont aller plus dans les zones septentrionales. Mais ça, c'est à l'échelle des arbres, on ne le voit pas. Et on s'aperçoit que aussi, les plantes communiquent par leur système racinaire. Il y a des communications au niveau des bactéries qui se trouvent dans le sol. Donc les plantes communiquent de cette façon-là. Et par l'évaporation au niveau de leurs feuilles de certaines substances, ils arrivent à prévenir. Et donc c'est pour ça que c'est complètement étonnant. La nature, elle est étonnante. Et puis vous avez beau la regarder, plus on avance, moins on y comprend, parce que c'est complexe, c'est très complexe. C'est complexe, mais qu'est-ce que c'est beau? Ah oui, c'est quand vous imaginez que on a la chance d'être dans des forêts, pas très loin de forêts, dans des cadres tout à fait magnifiques aux alentours. Donc si vous avez la chance d'avoir un petit jardin, vous faites diminuer la température plus facilement. Et c'est des petits détails comme ça. Et en plus, vous avez fixation des poussières, vous avez pas obligatoirement des oiseaux, vous avez des insectes qui y viennent. Donc on arrive à recréer un biotope. Un biotope comme dans le jardin de Colette, où on disait le minéral, le végétal et l'animal qui vivent en harmonie avec la famille. Tout à fait. Au final. Et là pour le jardin, vous voyez, c'est un jardin qui a 7 ans. Donc là, les végétaux, ils se sont implantés. Et là, la phase maintenant de ce jardin-là, c'est de gérer la croissance des plantes
quitte à en enlever. Ça a été planté un peu avec une forte densité, et donc là, on va aller vers une phase de gestion, savoir, et ça va être avec Madame Ficpal qu'on va décider de cette plante-là, on va peut-être la supprimer ou on va la tailler un peu drastiquement, et puis voilà. Donc là, mais quand on arrive à là, c'est à ce stade-là, c'est déjà gagné, puisque ça veut dire que les plantes se sont acclimatées, se sont enracinées, et donc là, c'est... Mais le travail continue. Eh ben oui. Merci beaucoup, c'est moi. Didier Charrue, pour cette émission nature. On se croirait dans le jardin de Colette, entouré de roses et autres plantes quand on vous écoute. Chers amis, le prochain podcast, nous rencontrerons Cécile Lemoine, qui nous parlera des pipistrelles. À très bientôt. Parce que les paysages, eux, du moins, J'aime mieux avouer tout de ils suite étaient que authentiques. je continue à ne pas faire de plan littéraire. C'est comme ça que je suis devenu écrivain. C'était Dans les yeux de Colette, un podcast de Puisay Tourisme.